garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui était un petit peu empêchée par des soucis personnels. Non, je déconne. Non, je ne dois pas rire. À Racaille, la 154, je te prierai, Jean, de garder ton sérieux. Oui. La 115, Une radio sérieuse, une émission sérieuse. Sérieuse, une émission qui parle d'art, qui parle beaucoup d'art. Des auditeurs. Ah oui, des auditeurs qui sérieux, sérieux, et puis eux qui, aussi, qui on les qui connaît nous tous. plébiscitent. D'ailleurs, on les connaît tous. On les connaît tous, qui nous plébiscitent régulièrement. Donc c'est bien à Racaille, on est là, oui, on est présent aujourd'hui avec Piquet-Cou à la régie. Bonjour. Notre Jean qui, pour une fois, va garder son sérieux, enfin on espère, qui va vous parler d'art et encore d'art et toujours d'art. On adore quand il nous parle d'art. Et Shlomo Les Biscotto qui fait un peu la lésion de tout ça, sans rire d'ailleurs, parce que bon... on sait Non que mais maintenant- arrête. Arrête. Énigmatique banalité, c'est le thème de notre émission du jour. Oui, oui. Ça, Énigmatique banalité, hein, ça te... ah non, ça me fait pas rire du tout. Mon Jean. Bon, bah on va y aller, hein.
C'était Jean Vasca qui interprétait « Et pourtant elle tourne ». C'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans plus, à Racaille, avec Piquet-Cou Jean et ma pomme. Et Pur Simiov. Et Pur Simiov. Et Pur Simiov. Eh oui, et pourtant elle tourne. Et Pur Simiov en latin, ce sont les mots précis que Galilée a prononcés en sortant du tribunal. Tu peux nous le redire une fois, mon Jean? Oui, mais sans l'accent. On remarque l'accent en latin, après tout. Bah non. Hein, qui, à part Paul VI. À part notre passage au séminaire, bon. Et personne ne nous a appris à parler correctement le latin. Et Pur Simiov, et pourtant elle tourne. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait fait quand même quelques concessions pour éviter de finir sur le bûcher, mais en sortant du tribunal, ça a été ses propres mots. Et pourtant elle tourne. Ouais. Bon, on pourrait le dire de pas mal de choses qui se passent. En tout cas, je vais réparer un oubli que mes petits camarades m'ont fait remarquer, que c'est une émission qui évoque la condition de l'artiste dans la société. L'artiste en dehors de celle-ci, où il gîte la plupart du temps. L'artiste et l'engagement politique en toc. Et là, alors bon, vous pouvez sonner à sa porte. Il est toujours absent. L'artiste et la religion, bon, vous savez ce qu'on en pense. Les artistes, malheureusement, pour notre image, on peut souvent les voir agenouillés dans les églises ou dans les chapelles de la périphérie. Et ils croient au miracle. Bon, pourquoi pas. Et l'artiste et l'autorité, et vous savez ce qu'on lui dit, l'autorité, mes camarluches. Bah, au silence, c'est significatif des artistes engagés. Bon. Ouais, l'engagement politique, ouais. Et Spiro Spero, non, c'est pas ça. Oui, bon. Non, c'est pas ça, la locution correspondante en latin. Non, mon genre un peu. Tant que je respire, je vis. Il y a de l'espoir, quoi. Je pense, il y a de l'espoir. Tant que je respire, j'espère. Et au G8, ils espèrent aussi, ces pauvres glands, en parlant de la planète, comme l'a évoqué cette chanson de Jean Vasca, et pourtant elle tourne, oui, mais jusqu'à quand? Et ces pauvres glands de dignitaires des différents pays qui composent le G8 n'ont pas trouvé beaucoup mieux pour la finir un peu plus vite que de poursuivre la croissance, de courir après la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, courir après la croissance? Ça veut dire encore plus de pollution, ça veut dire encore plus de pillage des matières premières, ça veut dire encore plus de gâchis dans la consommation pour quelques points de croissance qui vont surtout enrichir les gens qui courent pas après le pognon en ce moment. Vous voyez qui je veux dire. C'est quand même assez pitoyable de voir que des gens qui représentent des millions de leurs semblables sont incapables d'envisager un autre moyen pour nous de vivre que de toujours plus de croissance, alors que de l'autre côté, nous, on en dit ce qu'on en écoute, parce que nous ne sommes pas des experts, ni scientifiques, ni autres. On nous dit d'un côté que la planète est vraiment en danger, et on peut le constater d'ailleurs tous les jours. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, quand on voit les poubelles, les déchets, les encombrants, quand on respire à Paris, en tout cas, ou dans les grandes villes, et quand on voit dans les campagnes les grandes exploitations agricoles pulvériser des tonnes et des tonnes et des tonnes de pesticides dans les champs, quand on sait que les abeilles sont en danger de mort et que sans les abeilles, pas de pollinisation, et sans pollinisation, eh bien, qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera que nos pauvres yeux pour pleurer, comme disait l'autre. Et voilà. Donc, la grande nouvelle, vous la savez, c'est à une réunion du G8, ils ont fait toute une pétarade pour ces manifestations qui reviennent comme les mauvaises saisons. Et voilà, on n'a pas d'autre idée en tête pour conforter un électorat, parce que aux États-Unis, vous savez bien que le père Obama va se représenter, que chez nous, c'en est un nouveau qui a promis que un socialiste un petit peu mou du genou, qui a pas vraiment envie de bousculer ce qui se passe, enfin de bousculer en tout cas ce genre de course
à la consommation dans tout ce qu'elle a de prédatrice pour notre planète. Voilà, donc je voulais simplement dire ces quelques mots pour constater une fois de plus que le secours ne viendra pas de ces grandes foires internationales comme le G8, comme le G20, ou les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, mais que ça pourra venir que des gens comme nous qui se révolteront bien un jour pour imposer une autre méthode enfin pour imposer en tout cas une vie, une exploitation de la terre qui soit moins mortifère pour elle, parce que la terre c'est un être vivant. Les anciens l'appelaient Gaïa, la mer. Voilà. Et voilà, la mer, on est en train de la tuer. Ah, j'aime bien quand tu deviens lyrique. Bon, puis vous aurez compris que la flamme de la mémoire d'Eugène continue de chauffer les fesses de Robert. En ce mardi matin. Bon, il y a des tas de formes de précarité, hein. On y reviendra. Ce matin, je vais vous parler un peu de la précarité énergétique. Bien sûr. Plus précisément. Parce que les cas de précarité énergétique ont fortement augmenté en France l'an dernier sous l'effet de la crise, bien sûr, hein, et de la hausse des factures d'électricité et de gaz. Hein. Comme l'indique le médiateur national de l'énergie, puisqu'il y en a un, dans son bilan 2011 qui a été publié à la fin du mois de mars, là, et auquel j'ai eu accès. Alors le médiateur, qui est, je le rappelle, une autorité administrative indépendante, hein, qui a démarré ses activités en 2008. C'est bouddhiste, non? Ah, je sais même pas qui c'est, le médiateur de l'énergie. Je sais. Ah, de l'énergie. Oui, le médiateur de l'énergie. Un médiateur national de l'énergie, tu crois? Qu'est-ce qu'il y... Non, je sais pas, il est médiateur en tout cas. Oui, mais il est médiateur au niveau du CSA, non? Peut-être. Quelque chose comme ça, de l'audiovisuel. Oui, pardon. Des médiateurs, il y en a partout, tu sais. Oui, c'est un métier. Oui. À plein temps. Celui-là, non, je sais pas du tout qui c'est. Hein. Une autorité administrative indépendante, donc indépendante. Surtout qu'il est nommé par les... On a le droit de relativiser un peu, hein, qui a démarré ses activités en 2008. Il est indépendant autant que le président de France Télévisions, par exemple. A vu son nombre de saisines augmenter de 14% l'an dernier, hein, à 8044. Hein. Peut-on lire dans son rapport annuel une progression un peu moins forte que l'explosion enregistrée lors des précédents exercices. Mais sur ce total, j'espère qu'on me comprend bien, hein, sur ce total, le nombre de dossiers liés à des difficultés de paiement a grimpé de 80% par rapport à 2010. Et représenté à ce jour plus de 15% de l'ensemble des saisines, hein, a calculé le médiateur. Tu as bien compris, hein, ce que je voulais dire. Voilà. La crise économique et la hausse du coût de l'énergie, hein, ont aggravé le phénomène de la précarité énergétique, hein, c'est-à-dire la difficulté à payer ses factures d'électricité ou de gaz, et poussé de plus en plus de ménages modestes à demander une médiation, hein, a expliqué l'institution. Le médiateur a rappelé au passage que les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 25% en 2 ans, et ceux de l'électricité de 8%. Le médiateur propose par ailleurs des mesures pour mieux lutter, hein, contre cette montée de la précarité énergétique, hein, jugeant les dispositifs existants, comme les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, hein, dont l'attribution vient d'ailleurs d'être rendue automatique pour tous les ménages éligibles, hein, insuffisants, même s'ils vont dans le bon sens. On le contredira pas là-dessus. Il propose notamment l'instauration d'une trêve générale du coupure du 1er novembre au 15 mars pour l'ensemble des consommateurs, sur le modèle de la trêve hivernale des expulsions locatives. Hein. Une trêve des coupes d'énergie est déjà appliquée, mais seulement pour certains consommateurs. Hein. Et l'instauration d'un chèque énergie qui viendrait se substituer aux tarifs sociaux. Un tel chèque permettrait d'aider tous les ménages dans le besoin, quelle que soit l'énergie avec laquelle ils se chauffent, hein, y compris le bois ou le fioul. La prime à la cuve a été supprimée depuis 2010, hein, je le rappelle, alors que les prix du fioul ont flambé ces derniers mois dans le sillage des prix de l'essence, bien évidemment. Enfin, le médiateur propose d'ouvrir le tarif social de l'électricité, dit tarif de première nécessité ou TPN,
aux clients des opérateurs alternatifs, hein, alors qu'aujourd'hui, seul EDF et ses fournisseurs historiques locaux peuvent le distribuer. Le médiateur national de l'énergie, je précise, peut être saisi en cas de litige relatif à l'exécution des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, hein. Il participe également au dispositif d'information énergie info, qui est accessible au, notez bien, 0800, parce que j'imagine que c'est l'hiver qui va venir là, ça va pas être triste non plus. Accessible au 0800 112 212. Hein. C'est un numéro gratuit depuis une ligne fixe sur un portable, je ne sais pas quel est le coût, et sur le site internet www.energie-info.fr. Voilà, on suivra de près évidemment l'évolution de la situation avec le nouveau gouvernement. Et je dis ça sans arrière-pensée. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et je reviendrai d'ici une quinzaine à la première précarité qui est celle de l'emploi. Oui, et pour un peu encore appuyer sur ce que tu viens de dire, il faut savoir que la facture énergétique de la France est de 400 milliards d'euros. Qu'elle pourrait être amenée à 200 milliards d'euros si on faisait un petit effort sur les énergies renouvelables, et que ces 400 milliards d'euros vont dans les poches de grandes démocraties comme la Russie ou les pays du Golfe. Voilà. Donc on participe à l'enrichissement des hiérarques et des Russes. L'oligarchie russe, ça nous fait bien plaisir. Oui, et des princes. Disons de la mafia russe. Et de la mafia du Golfe. Voilà. Bon, Jean. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Et dis donc, toi qui me vends mon électricité, écoute-moi depuis quelque temps, m'est venu quelques idées. C'est moi qui parle aujourd'hui, tais-toi, y a trop longtemps que t'as l'argent, tiens, d'où viens-tu pour me balancer tes boniments? Je me disais, celui qui me fournit de quoi me chauffer, m'éclairer, c'est quelqu'un comme un ami qui veille sur ma santé. Mais voilà, t'es qu'un marchand, tu vends, comme celui qui me pique mon pognon pour fabriquer ces gros canons. Soit des salauds, je le savais depuis longtemps. Je leur faisais pas plus confiance qu'à mon gouvernement. Mais voici que tu rejoins les rangs de ceux qui mettent, par bêtise, par soif du gain, en danger la planète. Tu prétends que j'ai besoin plus en plus d'énergie. Si je marchais, ça te plairait bien, t'augmenterais tes profits. On s'entêterait à bâtir des maisons mal isolées. On enfermerait le plaisir dans les appareils ménagers. Le pétrole, c'est bientôt fini, les Arabes ferment les vannes. Comme chante l'autre abruti, ils en ont pas pour 1000 ans. Et ils ont donc raison, ces gens, de l'économiser. Les solutions de remplacement, c'est à nous d'en trouver. Le soleil, la force du vent, le mouvement des marées, ce ne sont pas des choses qu'on vend, tu les as écartées. Et dans ton cerveau épais, qui pense à tout, sauf aux hommes, tu t'es dit, je vais remplacer le pétrole par de l'uranium. Va s'épuiser et c'est pas nous qui le possédons. Tu ne fais donc que reporter à plus tard la question. Pour l'instant, tu te construis des centrales en béton dont tu ne sais pas aujourd'hui comment elles fonctionneront. En plus, une petite bombe classique placée au bon endroit
produira une musique 3 fois Hiroshima. Adieu Lausanne et Genève, adieu le lac Léman, adieu l'amour et le rêve et les grands rires des enfants. Ouais, ces trucs c'est délicat, faudra les surveiller. Ça veut dire que tu voudras partout des super policiers. Voilà ce que tu nous prépares, un flic par citoyen. La pénurie pour plus tard et la guerre qui rit dans son coin. Je peux pas croire que tu sois bête au point d'ignorer tout cela. Mais je vois que tu t'entêtes, suffisant sur le doigt. J'en conclus que dans ton esprit, ton argent vaut plus que ma vie. Ce qui me fait affirmer ici que tu n'es qu'un bandit. J'en conclus que dans ton esprit, ton argent vaut plus que ma vie. Ce qui me fait affirmer ici que tu n'es qu'un bandit. C'est Michel Buller qui interprétait Électricité. Sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste qui vous cramponne, la racaille la 154e, avec notre, notre, elle n'est pas à nous, mais enfin avec la régie Piquet-Coup, qui fait aussi cette programmation musicale. On sent une déception, non? Arrête, John. Une frustration, peut-être? Une déception par jour, ça suffit. Hein. Bon, surtout une grosse. Enfin bon. Mon Jean, l'histoire de l'art, notre histoire de la République, ouais. Qu'il ne faut pas lui raconter, lui. Ça y est, on va parler d'art maintenant. Ouais, on va parler d'art, ça va parce qu'on est quand même là pour ça. Ah bah oui, c'est le cœur de l'émission, le cœur battant de l'émission. Enfin, bon. Mon Jean. Avec Soir d'été, ça date de 1947, c'est un tableau de Edward Hopper. Edward Hopper, c'est 1882-1962, et c'est un texte de Juliette Bertrand. C'est un extrait d'un texte de Juliette Bertrand. Voilà, Juliette Bertrand, elle est doctorante en histoire de l'art à l'université de Bourgogne. Ouais, c'est notre Juliette, attention. C'est notre Juliette. On l'avait reçue fin 2009, c'était la première année. Ah oui, on s'en est pas remis d'ailleurs. À la fin de notre première année d'existence, et on s'en est toujours pas remis. Ah non. Non. Malgré toutes les bouteilles de Chenin. Il n'y a rien eu à faire. Rien eu à faire. Voilà. Je rappelle aussi que sa thèse, c'est sur la parodie dans l'art contemporain. Et là, j'avais tout compris. Eh oui. À la demande de Gallimard, en fait, pour illustrer la couverture en folio plus classique de l'échange de Paul Claudel, Piquet-Coup pourra peut-être nous en dire quelque chose. C'est fadé la pièce récemment. Et elle avait pas l'air vraiment emballée. Hein. Je lui ai offert le bouquin en lui disant, faut absolument que tu lises ça. Elle m'a cru. Ouais, bon, donc à la demande de Gallimard pour illustrer cette édition en folio plus de classique, de l'échange de Paul Claudel, elle a choisi, elle aurait pu céder à la facilité et aller chercher une sculpture de Camille Claudel. Non, Juliette, c'est Juliette. Ouais. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Elle a donc choisi un tableau de Edward Hopper qu'elle nous lit entre guillemets dans l'extrait qui suit, puisque en fait c'est Piquet-Coup qui va nous en faire la lecture. Un jeune couple est installé sous le porche d'une maison. Il fait nuit et seule une lumière électrique provenant du plafond éclaire crûment la bâtisse et les deux personnages, tandis que le reste du paysage reste plongé dans l'obscurité. La femme est très légèrement vêtue de rose et laisse apparaître ses jambes, ses épaules et son ventre dénudé. Il semble faire chaud. Sans doute une de ces nuits d'été où même le coucher du soleil n'apporte que peu de fraîcheur. Le peintre américain Edward Hopper a intitulé cette huile sur toile « Soir d'été ».
confirmant ainsi la volonté de mettre en place une véritable atmosphère. On considère souvent Edward Hopper comme un peintre réaliste, malgré sa volonté de se différencier de tout mouvement, école ou étiquette. Il s'attache à décrire avec précision dans son art l'existence et les mœurs de ses contemporains, ce qu'il rapproche du réalisme. Ses thèmes de prédilection sont les scènes de la vie quotidienne. Sa peinture peut être vue comme dressant le portrait des États-Unis de son époque et ainsi accéder au statut de témoignage. Dans Soir d'été, l'artiste place ses personnages devant une maison à bardeaux blanches, typique, qui ressemble d'ailleurs à la maison d'enfance de Hopper à Nyack, dans l'État de New York, aujourd'hui transformée en centre d'art. Les habits de l'homme et de la femme correspondent à la mode de la fin des années 40 aux États-Unis. Ce rendez-vous appartient donc bien au registre de l'ordinaire. Face à cette peinture, le spectateur que nous sommes est immédiatement immergé dans une sphère très intime. L'artiste ne choisit pas de nous présenter une scène de vie urbaine exposée au regard de tous, comme peuvent l'être, par exemple, celles qui se déroulent dans les rues, les cafés ou les théâtres, fréquentes dans la peinture d'Hopper. Bien au contraire, ce qui se trame entre cet homme et cette femme relève d'un ordre strictement privé. Ils se trouvent dans un lieu isolé, probablement devant la maison de l'un des deux protagonistes, où aucune autre présence humaine n'est signalée ou indiquée par le peintre. La nature entourant la maison est pour l'essentiel masquée par l'obscurité, à l'exception d'une bande de verdure en bas à droite du cadre. De cette façon, le peintre donne le sentiment d'un environnement déserté. Nous observons ce couple à son insu et nous ne pouvons déceler chez les personnages ce qui serait une invitation ou une prise en compte de notre présence. Nous ne croisons pas leur regard. Le corps de l'homme est orienté vers sa compagne, tandis que cette dernière, pensive, fixe droit devant elle, les yeux dans le vide. Le couple apparaît physiquement comme un groupe fermé et concentré dans l'espace, à droite de la toile. L'homme nous tourne le dos, tandis qu'il réalise une ouverture vers la figure féminine, posture qui contribue à nous maintenir à l'écart de la scène. Le spectateur est donc amené à jouer un rôle d'observateur extérieur. Le sujet de ce rendez-vous nocturne auquel nous assistons n'est pas révélé explicitement. Si la peinture est par définition un art du silence, elle l'est tout particulièrement dans le travail de Hopper. Cet artiste épure radicalement les scènes qu'il représente, écartant tout élément anecdotique qui pourrait nous suggérer un univers sonore. Merci Piquécou. Voilà, alors l'échange de Paul Claudel, donc, dont est tirée cette lecture d'images de Juliette Bertrand, qui suit en fait le texte de Claudel, est publié en folio plus classique. Vous pouvez commander le livre, donc ça coûte à peu près 5 €. Vous pouvez commander le livre et faire comme Piquécou, où vous fadez la pièce de Claudel. Quelle abnégation. Surtout ne ratez pas ça. Vous pouvez commander et publier donc en folio plus classique, voilà, 5 €. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert Caen, fille du Calvaire ou République. Se trompe plus jamais. Comment le piéger? Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Et puis alors on va faire, c'est vrai que c'est un mystère la peinture de Hopper. On y reviendra d'ailleurs avec Bureau la nuit, une autre toile qui date à peu près de la même époque. Et on fera comme ça toute l'émission sur cette énigmatique banalité qui fait que, malgré ou à cause de leur familiarité, on ne peut pas quitter la scène des yeux, en fait. Quand on est devant une toile de Hopper, je repense notamment, on pourrait croire là que ce sont des ambiances, la présence d'êtres humains, mais si on repense par exemple à cette toile de la maison au-dessus de la voie de chemin de fer, là, dans laquelle il n'y a aucune sorte de présence, il y a exactement la même énigme. Tu en seras d'accord. On se demande, on essaye de percer le mystère qui fait qu'on est irrésistiblement attiré par cette apparente banalité dont on devine bien sûr qu'elle cache tout un tas de choses. Et peut-être bien que le texte de Juliette Bertrand, qui introduit, j'allais dire Claudel, non,
soyons sérieux, qui a introduit ce texte de Claudel, vous permettra peut-être, comme elle m'a permis à moi, en d'autres temps, de comprendre ce que c'était que la parodie, de vous faire comprendre ce que c'est que... enfin, de vous faire entrer dans la peinture d'Edward Hope. Tout à fait. Et puis alors, j'ai choisi comme ça d'autres tableaux, en dehors du bureau la nuit, auquel on reviendra en milieu d'émission. On va aussi parler de la jeune fille à la perle, et tenter d'aller plus loin que le livre, en quelques lignes plus loin que le livre ou le film qui ont pu en être tirés, et Nature morte aussi par Giorgio Morandi, parce qu'il y a pour moi la même énigmatique banalité, voilà. Bien mangeant. C'était Brigitte Fontaine qui interprétait Pas ce soir. Toujours sur Radio Libertaire, camarade. Demain soir alors peut-être. Demain soir. Arakaï, la 154e, Piquet-Coup à la régie, Jean à l'instruction publique, et plus particulièrement artistique pour nos petites têtes quand on a besoin, mon Jean. Mais il vaut mieux que je me limite à ça, remarque. Pourquoi ? Parce que ma culture est quand même assez spécialisée, on va dire. Oui, et très bien, mais ça t'empêche pas aussi de pouvoir aller butiner ailleurs que dans la culture. Je sais plus ce que j'ai dit comme bêtise la semaine dernière, oui, j'ai parlé de l'accent portugais de Spovleni Escudero, un fils de républicain espagnol, j'espère qu'il nous écoute. Et tout ça parce qu'il a été maçon. Alors, dans l'esprit de Jean, un maçon, ça peut être que portugais. Donc, voilà. Un bon maçon espagnol et portugais.
Non, excuse-moi, Léni, je suis vraiment désolé, là, c'est à la limite, ça frise la correctionnelle. Oui, ça m'est arrivé de dire des grosses conneries, mais j'ai pas eu le courage. J'oublie plus facilement les tiennes. Oui. J'ai plus de, tu vois, je suis plus empathique, ouais. Bon. Alors, on va commencer nos énigmes de la banalité. On va les commencer par la jeune, à tout seigneur, tout honneur. On va procéder par ordre chronologique et remonter à la jeune fille. Et commencer par la jeune fille à la perle de Jeanne Vermeer. Le tableau aurait été peint vers 1665, mais je te laisse nous en parler, mon cher Robert. Merci, mon Jean. Le roman à succès de Tracy Chevalier a introduit l'idée fausse que dans le magnifique tableau de Vermeer, c'est la perle accroche à l'oreille de la jeune fille qui est ce fameux Punctum dont parlait Roland Barthes, ce petit rien qui fait tout et vient éclairer une scène somme toute assez banale. Le film qui en a été tiré insiste lui également sur la bouche entrouverte, mais la pulpeuse Scarlett Johansson a interprété le rôle titre, ce qui explique peut-être cela. Oui, moi, à mon avis, ça explique tout à fait cela. Que dire alors des deux prunelles ardentes de la jeune fille qui transpercent nos cœurs de leur interrogation inquiète? Tu en es d'accord? Oh oui, mon Jean. Ceci se demande qui est ce peintre qui fait peser sur elle son regard et ce qu'il peut bien lui vouloir. De Vermeer, on ne sait rien ou presque, et tant mieux. Quand on en sait trop sur les artistes, ça devient chiant. On l'oublia même jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est dire, hein. On a redécouvert pas mal de peintres au 19e. Les surréalistes, parce que ils n'en sont pas d'ailleurs à leur première. Ils ont aidé à faire redécouvrir énormément d'artistes. Les surréalistes, voilà. On peut au moins leur reconnaître. On en avait parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Ouais. Ces tableaux, à peine une trentaine, d'autres peut-être non identifiés, mais alors en très petit nombre. Que représentent-ils ces tableaux? Ce si peu de tableaux. À dire vrai, poser la question surprend, tant la réalité est chez lui immédiatement perceptible. Des femmes, essentiellement. Pour ça qu'on l'aime aussi, plus particulièrement. Seulement, entre autres. Une femme près de sa fenêtre, ou jouant d'un instrument de musique, voire écrivant une lettre. Une scène de rue, rien que de très banal. Il y a eu un beau film téloche là-dessus sur la vie de Vermeer qui était assez fantastique, j'ai trouvé. Ah, bon, moi j'ai pas vu ça. Oui, un film télé, un film fait pour la télé, je sais pas si c'est sur Arte ou quelque chose comme ça. Pourtant, très vite, on ressent un trouble à la vue de ces paisibles spectacles. Un tel silence ne peut en effet que dissimuler des éléments qui nous échappent. Ouais, c'est vrai que c'est quand c'est pas fracassant. C'est là qu'on est très proche de l'absence de témoignages, d'anecdotes sonores dont parlait Juliette. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec la jeune fille. Il y a certainement quelque chose que nous devrions voir et qui se dérobe à notre regard attentif et désespéré dans la quête d'un sens auquel rattacher notre émotion, dissimulée dans ces minuscules et précis fragments de la vie quotidienne, de ces journées succédant à d'autres journées toujours identiques. Si ce quelque chose existe, et forcément il existe, qui donnera une signification de ce que nous voyons, c'est que précisément ce sens nous échappe, que nous ne le voyons pas, car peut-être nous ne voulons pas le voir. Oui, il y a aussi des espèces de choses psychologiques, c'est curieux. La peinture, c'est plus j'avance dans ce truc-là, moins je comprends. Peut-être regardons-nous ces peintures avec une optique inadaptée. Ça, j'en suis persuadé. Mais comment changer, ça c'est l'énigme. Et comment être sûr d'en avoir changé? Alors là, on est là, non. Bon. L'apparente sérénité qui nous est montrée devient alors un défi, une provocation. Et la provocation, c'est bien pour comprendre la peinture, enfin pour essayer de la comprendre. Observons la peinture, souvent appelée aussi l'atelier du peintre, une composition dont l'aquarelliste raté Adolf Hitler s'empara pour décorer son d'aigle de Berchtesgaden. Non mais franchement, quelle souillure. Que voyons-nous? Un peintre. Vermeer lui-même? Non, car il porte un costume du siècle précédent, comme l'est aussi la carte des Pays-Bas visible sur la table, et aussi cette jeune femme vêtue de bleu avec sa couronne de laurier. Curieusement, le peintre, vu de dos, commence son portrait par cette couronne, comme le ferait un débutant.
Devant cette peinture d'intérieur, pourtant d'une extrême luminosité, tous les éléments susceptibles de nourrir une interprétation cohérente sont en apparence réunis et méticuleusement représentés, mais dans le même moment s'accroît en nous le sentiment que l'essentiel nous échappe. Regarder n'est pas voir, comme écouter n'est pas entendre. Une réflexion qui nous incite à chercher le salut dans les détails. Si la jeune fille porte sur le peintre un regard empli d'ironie, est-ce pour exprimer ce qu'a de vain et dérisoire la volonté de représenter la réalité, d'imiter les êtres et les choses? Le sujet de cette peinture ne serait-il pas la nécessité ou l'inéluctabilité du silence? Merci mon Jean pour le vocabulaire. J'ai l'impression que tu as fait un truc pour un comédien français qui passe son examen de passage. Normalement, c'était Dussolier qui devait s'y coller, mais il n'a pas pu venir ce matin. Heureusement, nous avons Arditi. Oui, merci. C'est-à-dire du passage du temps qui donne justement sa signification à ces êtres et à ces choses. Oui, le temps, voilà. Dans la peinture de Vermeer, il y a cette notion de temps, c'est vrai. Comme l'écrivait Nietzsche à propos de Sophocle, sa banalité en masque la profondeur, mais sa profondeur en fait oublier la banalité. Ah bah merci mon Jean. Là, non, c'est vraiment un texte avec Jean depuis qu'on se connaît. On aurait mieux fait de se connaître plus tôt parce que peut-être que j'aurais une vie un peu plus agréable. Je découvre vraiment plein de choses. Ah bah dis donc, ce matin, je me le prends comme il faut. Hein. Ce compliment, il va m'aider à passer la semaine. Ouais, bah bonjour. Mais je le dis comme ça. Hein. Vous le valez bien, comme disait l'autre dans sa publicité. Sa banalité en masque la profondeur, mais sa profondeur en fait oublier la banalité. Hein. Et tout le mystère est là. Oui. Bien sûr. Voilà. Un lien sur le blog de l'émission vers La jeune fille à la perle ou la peinture, hein, ou les deux, si j'arrive à trouver, on verra bien. Sur le blog, donc, http://arakai.blogspot.com. Un blog qui a dépassé les 34 000 connexions. Oh, je te dis qu'on en a environ 1000, combien par mois déjà? Ouais, un millier par mois. Ouais. Ouais. Jeune fille plus belle que toutes nos légendes, de retour à la maison que protègent les mers, secrète et enjouée parmi les êtres de l'été, elle aimait bien celui qui cache son visage, elle aimait bien celui qui cache son visage. Sur mon corps il ne reste que bruine d'amour. Au loin les songes se rassemblent à sa taille pour les bouquets d'eau de ses yeux trop beaux. Les yeux qu'elle a lui font trop mal à l'âme. Les yeux qu'elle a lui font trop mal à l'âme. Jeune fille plus perdue que toute la neige, les uns s'encordent sur mes longueurs de solitude. Et toujours à l'orée de ta distance lointaine, les mille essaims de sourire encore m'escortent. Les mille essaims de sourire encore m'escortent. J'en parle à cause d'un village de montagne d'où s'envolent des rubans de routes fragiles. Toi et moi nous y fûmes plusieurs fois la vie, avec les bonheurs qui d'habitude arrivent, avec les bonheurs qui d'habitude arrivent. Je parle de ces choses qui nous furent volées.
mais il voudra la mort plus que l'ombre légère. Nous serons tous deux allongés comme un couple enfin heureux dans la mémoire de mes poèmes. Nous serons tous deux allongés comme un couple enfin heureux dans la mémoire de mes poèmes. Jeune fille plus belle que toute nos légendes, de retour à la maison que protègent les mers, secrète et enjouée parmi les êtres de l'été, elle aimait bien celui qui cache son visage. C'était Julos Bocarn qui interprétait Jeune fille plus belle que toutes nos légendes. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, je vous passe pas le blabla, hein, sans Dieu, sans maître, sans pub. Ça c'est une radio libre, avec des animateurs libres, pas plus libres sur la place de Paris. Bon, avec Fikikou à la régie, Jean, notre hussard noir, à la lecture de l'art. Et là, c'est l'art dans ce qu'il a de plus anonyme, de moins anecdotique, quasiment banal, enfin pas en apparence, mais en fait c'est l'art, je crois, celui qui peut le plus nous remuer la tête et les trépas. Absolument. Et puis on va prendre un autre, parce que bon, dans Soir d'été, on pouvait s'accrocher encore au ventre dénudé de la jeune femme, par exemple, pour se faire une idée de la température extérieure, si tu veux. Tu vois, on disait toute la moiteur de l'air est là, mais pas obligatoirement avec Hopper, comme on va le voir avec Bureau la nuit, hein, qui date de 1940 et sur lequel il n'y a rien qui puisse comme ça. Ah oui. Non, voilà, expliquer le mystère. Là, on est plus proche du polar, mais on ne sait pas très bien non plus pourquoi exactement. Hein. Il souhaitait, en fait, Édouard Roper, je rappelle qu'il est né en 1882 et mort en 1967, hein, il souhaitait que sa peinture soit la transcription, selon ses propres termes, hein, soit la transcription la plus exacte possible de la plus banale quotidienneté. C'est-à-dire qu'il voulait absolument pas séduire, hein, et c'est tout le paradoxe en fait de cet artiste américain, hein, que la peinture en question exerce sur ses admirateurs une telle séduction, et tu ne pourras abonder que dans ce sens, mon cher Robert. Tu n'as pas le choix. D'une certaine façon, on peut dire que Hopper a été victime de son succès, hein, parce que son nom évoque d'emblée une quantité invraisemblable de posters dans les chambres d'étudiants, hein, et pas qu'américains d'ailleurs, ou de jaquettes de livres. Hein. Ouais. Cela explique en partie, cela s'explique en partie par le fait que ces œuvres ne nous sont généralement connues que par des reproductions, hein, étant surtout conservées dans des collections outre-Atlantique. Ainsi, en Europe, je ne sais pas si tu le savais, seul le Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid possède de lui une œuvre importante. Non, je savais pas. Une seule œuvre de Hopper en Europe. Hein, ouais. Mais elle ne cesse de fasciner, hein, pour des raisons d'ailleurs souvent contradictoires, hein, faisant de lui l'encombrant père putatif du minimalisme, hein, dans un sens littéraire plutôt que pictural. Je suis d'accord. Chez Hopper, l'intimité se métamorphose, hein, en intemporalité, hein, sous la forme d'un compte rendu désarmant. Oui, c'était un piège pour toi, ça, c'est moi qui tombe dedans. C'est bien fait, il y a une justice quand même. Je vais pas dire divine parce qu'ici ça le fait pas, mais donc chez Hopper, l'intimité se métamorphose en intemporalité, hein, sous la forme d'un compte rendu désarmant de la réalité, hein, comme dans Bureau la nuit, justement. Hein. Que voyons-nous ici ? Bon, alors évidemment, c'est toujours compliqué de décrire une œuvre. Surtout quand on n'est pas Juliette. Picturale à la radio, surtout quand on n'est pas Juliette. Mais enfin voilà, je vais m'y essayer quand même. Une pièce sans luxe, hein, qui ressemble à une grande boîte dont la porte n'a pas été refermée. Hein. Un homme d'âge moyen assis à son bureau, lisant un document, et une femme aux cheveux ramenés en chignon, devant un meuble classeur dont un tiroir est à moitié ouvert,
qui tourne la tête vers l'homme, mais regarde en fait vers le sol où une feuille est tombée. Dans l'angle gauche, un autre bureau sur lequel on voit une machine à écrire. La femme est probablement, je dis bien probablement, la secrétaire de cet homme au strict complet gris. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas refermé la porte après être entrée? Ou alors est-ce lui qui vient d'arriver? Ce spectacle banal nous est montré en plongée très accentuée, tel que vu depuis un métro aérien. On imagine très bien que le peintre a pu saisir cette scène d'une ligne de métro aérien. La nuit, le métro serait arrêté. Enfin bon, comme il y en a tant à New York, pour ceux qui connaissent un peu. La lumière arrive par la rue, sur laquelle ouvre la fenêtre au store à demi baissée et dessine une zone plus claire sur le mur de couleur crème. À la réflexion, cet homme et cette femme sont habillés comme s'ils sortaient d'un dîner en ville ou d'un spectacle. Surtout elle, en fait, dans sa robe moulante, laissant voir le genou et son rouge à lèvres sanglant. Il ne se passe rien. Et pourtant, on ressent quelque chose de dramatique. Ces deux personnages ont-ils pénétré dans ce bureau de nuit afin d'y dérober un document? Ainsi, la porte serait-elle restée ouverte pour leur permettre d'entendre d'éventuels bruits de pas dans le couloir? D'ailleurs, la femme fouine dans les classeurs et l'homme lit un à un les documents qu'il repose sur le côté du bureau au fur et à mesure. Un minuscule détail, à nouveau peut-être le punctum de Roland Barthes, légitime cette interprétation. Dans le coin inférieur gauche, sur le bureau parfaitement rangé comme après une journée de travail, il n'y a pas de papier glissé dans la machine à écrire. La secrétaire, si c'est bien une secrétaire, ne s'apprête donc pas, à cette heure tardive, à prendre une lettre en dictée. On a bien l'impression que Hopper veut rendre possible toutes les interprétations. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en disant qu'il laisse la porte ouverte, en fait, à toute l'imagination, à tout l'imaginaire du spectateur. On a bien l'impression que Hopper veut rendre possible toutes les interprétations en nous fournissant un minimum d'informations. C'est bien là qu'est la force. Un peu comme dans un film noir des années noir américain, tu sais, des années 1930, où les personnages étaient réduits à des silhouettes et semblaient flotter dans des décors à la limite du glauque, la plupart du temps. J'espère que mon tableau n'évoquera aucun fait précis, car il n'en relate aucun, disait Edward Hopper à propos de Bureau la nuit. Mais on peut avoir évidemment des doutes. Là au-dessus, il faut relativiser. Voilà. Ouais. Non, parce que moi je crois que justement c'est une espèce de quintessence du bureau, quoi. C'est dans tout son anonymat. Non, c'est si on veut faire fuir quelqu'un qui a l'intention de travailler, il faut lui montrer un document comme ça. Non, il y a tout dedans, tout ce qui fait qu'un bureau est un lieu d'enfermement terrible, quoi. Tu vois. Non, je crois justement que c'est toute sa force là. Il a su vraiment traduire, le bureau. Vraiment avec ce mot. Serponnellement, j'ai des frissons. Oui, j'ai vu une pièce de théâtre comme ça il y a quelques années, c'était vachement fort, ça se passait dans un bureau, il y avait un homme et une femme qui travaillent ensemble, et petit à petit, on comprend en fait qu'en voyant ils utilisent des artifices pour changer leurs vêtements, la femme tire sur sa jupe qui se fait de plus en plus longue, et au bout de quelques temps, on comprend en fait qu'ils sont en train de vieillir, et ils parlent tout le temps du moment où ils vont évidemment quitter cet emploi qui n'est pas valorisant ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis en fait, ils vieillissent comme ça tous les deux en parallèle. Ils vont faire toute leur carrière dans ce bureau qu'ils ne quitteront jamais. Ça. Et alors tu vois la jupe qui se rallonge, leurs cheveux, la coiffure qui change. En fait, ils renoncent de plus en plus. Chacun d'entre eux à ce qu'ils faisaient au départ, leur différence. C'est assez terrible ce truc. Voilà. Et il y a un petit peu de ça, comme tu le dis, dans les tableaux d'Edward Hopper. Voilà. Alors je mettrai un lien sur le blog de l'émission vers ce bureau la nuit. Il a peut-être pas peut-être moins haute que Soir d'été, mais il y a le même mystère, quoi. C'est ça qui est curieux, alors qu'il n'y a aucun des... Parce qu'on peut penser à la relation entre l'homme et la femme, la secrétaire et le... Voilà, mais là, il n'y a vraiment rien à quoi s'accrocher, quoi. Voilà, donc http://aracaille.blogspot.com
C'était Le Bureau, interprété par Jean Ferrat. Sur Radio Libertaire, et tout de suite, nous allons passer maintenant au texte phare de cette émission. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ironie, ça? Non, mon Jean. Non, bon. Non, pas du tout, mon Jean. On va en finir pour aujourd'hui, parce qu'on reviendra peut-être à ce mystère. Tout à fait. Autour duquel on n'aura jamais fini de tourner. Ouais. Non, bien sûr. Cette dernière énigme de la banalité, en tout cas pour aujourd'hui, c'est Nature morte par Giorgio Morandi. C'est une toile qui date de 1920. Et c'est Piquet-Cou qui nous raconte ça. Ouais. Exprimer ce qui se trouve dans la nature, c'est-à-dire dans le monde visible, est ce qui m'intéresse avant tout, disait Giorgio Morandi en 1957 dans un entretien. Cette nature morte de 1920, qui est l'une des très rares huiles sur bois de l'artiste italien et se résume à 4 objets de la vie quotidienne, aux formes strictement géométriques, traités dans une gamme de couleurs très resserrées, allant du blanc cassé au brun le plus subtil, fait écho à cette déclaration, en même temps qu'elle provoque chez le spectateur une fascination que l'on pourrait qualifier de métaphysique, si ce terme n'ouvrait la voie à des malentendus. Trouble et émotion naît sans doute de cette alternance de volume et de vide dessinés et rythmés par ces objets, qui semble un discours sur la peinture, une démonstration sereine et fondamentale. Derrière l'apparente modestie du propos, une vérité se cache. D'autant que l'essentiel de l'œuvre de Morandi se répartit en nature morte, comparable à celle-ci, et en paysage. Ainsi, s'impose l'idée que cette concentration puritaine des sujets sert un dessein, que cette auto-limitation est au service d'une volonté de nuancer la leçon en d'infimes déplacements de son sujet, de variations sur la gamme des couleurs, de l'effleurement de la lumière, de la mobilité des formes, comme un bruissement dans le silence. En effet, plus attentivement on observe les peintures de Morandi, et plus s'impose le sentiment qu'elles ont une histoire, un passé, une généalogie, c'est-à-dire une universalité concentrée en une suite de formes, d'apparence austère et presque anodine. Nous pouvons trouver confirmation de cette intuition à Bologne, où se trouve le musée concentré à Morandi. Cette nature morte y est conservée, mais on peut y voir aussi une partie de la collection de peintures et de dessins qu'il avait réunis. Quelques noms au hasard ou presque: Poussin, Corot, Seurat, Pissarro, Bonnard, Rembrandt, Tiepolo, Ingres, Renoir et, plus inattendu, le douanier Rousseau. Mais aussi des miniatures, notamment de l'école bolognaise, ainsi que des vases grecs, dont certains venant des Cyclades. Un intérêt prononcé de Morandi pour l'art ancien que confirment ses amitiés. En effet, cet artiste au caractère réservé, dont l'art fut défini comme difficile et secret, fréquentait des artistes qui ont magistralement renouvelé l'histoire de l'art en Italie. Mais revenons au fait que cette huile n'est pas exécutée sur toile, mais sur un panneau de bois. Pourquoi le recours à cette technique archaïque, depuis 5 siècles abandonnée par les artistes? Sinon parce qu'elle était partie intégrante de sa démarche? Ainsi nous vient plus aisément l'étrange sensation que derrière ces humbles objets se dessinent des silhouettes antiques familières. Par le recours à d'autres formes, Morandi revient à la question fondamentale de la représentation qui justifie le recours à la figuration. Ni par nostalgie, ni par conservatisme, mais pour s'en tenir à l'essentiel. La volonté de représentation n'est pas l'expression d'un refus, mais la volonté de reprendre son travail de peintre là où d'autres l'avaient mené. Fixer une forme la plus conventionnelle qui soit, en l'observant et en la transcrivant, jusqu'à ce point de concentration extrême qui fait que même la plus banale, elle se révèle autre que ce que nous pensions qu'elle était. Voilà. Bien. Tu vois mieux le lien avec Oui, les autres toiles dont nous avons parlé aujourd'hui? Ah, absolument. Non, mais tu peux ou pas aimer Morandi. D'ailleurs, moi, je n'aime pas tout. Hein. Il y a beaucoup de ces toiles que je trouve réellement banales. Tu vois, elles représentent du banal et elles le sont à l'arrivée. Mais il y en a d'autres, comme ça, où il a réussi à s'approcher de ce mystère
dont il a été question pendant toute cette émission. Voilà. Sûr, donc je mettrai un lien vers cette toile en particulier, Nature morte. Il y en a beaucoup, je pense, qui s'appellent comme ça, mais en tout cas celle à laquelle je pense, de 1920, sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Et encore une fois, cette émission peut permettre, pas seulement aux auditeurs, mais à des gens comme moi, de regarder encore une fois la peinture, merci Jean, la peinture d'une manière tout à fait différente. Parce que, évidemment, quand on approche par le texte Edward Hopper ou Vermeer, pour moi en tout cas, parce que bien que je comprenne ce que Jean veut dire et explique à propos de Morandi, mais on ne peut pas après regarder la peinture autre que celle de Vermeer ou évidemment de Hopper. On doit regarder les peintures d'une manière différente, forcément. On cherche dedans ce qui est anecdotique, ce qui est toi. Par exemple, cette nature morte, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle, pour moi, elle est proche de l'impression que me font certaines fresques de Pompéi. Et je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça. C'est-à-dire que là où à Pompéi, c'est plutôt des silhouettes humaines, tu vois, mais que comme les peintures sont quand même très dégradées, et je trouve ce ne sont plus que des espèces de silhouettes comme ça, un peu exactement comme des empreintes, des silhouettes un peu fantomatiques. Je trouve que Morandi a retrouvé ça dans ses natures mortes, où lui n'utilise que des objets usuels et en très petite quantité, comme on l'a bien vu. Hein. Et je trouve qu'on est et je suis persuadé qu'il y a pensé, voilà, qu'il a cherché à retrouver ça. Ok. Voilà. Très bien.
C'était Jacques Higelin qui interprétait Rien. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir mettre un coup. À Racaille, la 154e, piquez coup à la régie Jean. À l'instruction publique, notre hussard noir, je le répéterai jamais assez. Vous savez ce que c'est que les hussards noirs de la République, hein? Des instituteurs, dont le père de Pagnol était un hussard noir. Ouais. Morandi serait certainement très ému de savoir que tu as choisi Rien de Jacques Higelin pour illustrer une de ses natures. J'aurais bien voulu qu'il me conseille je pense que ça lui aurait peut-être plu. Ouais. Je trouve ça bien. Les exploits à ne pas manquer, on commence avec le 57e Salon d'art contemporain de Montrouge. Ah ouais, pas mal, bonjour. Et oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui méritent d'être cités. Celui-là peut l'être. Hein. Ouais. Mais alors, le Fausse-Manier, vous n'avez plus qu'une semaine pour y aller. C'est au Beffroi, c'est 2 places Émile Crespe, donc 92-120 Montrouge, hein, jusqu'au 30 mai, comme je viens de le dire. Depuis ses débuts, en fait, le Salon d'art contemporain de Montrouge s'est donné pour but de révéler et promouvoir les nouveaux talents de la scène contemporaine française, comme on a l'habitude d'appeler ça. Hein. Il assure une fonction en fait de découverte et s'adresse aux artistes qui n'ont pas encore intégré les réseaux institutionnels et marchands. Il y en a quelques-uns. Hein. Oui, c'est la plupart d'ailleurs. Bon. Voilà, 101 artistes, hein, ils sont présents cette année, mais c'est l'exposition des 80 sélectionnés qui constitue le temps fort du Salon de Montrouge. Elle est l'occasion, en fait, d'apprécier la sélection des artistes qui ont passé avec succès un processus de sélection assez rigoureux et exigeant, hein, parce qu'il y a de la demande. Hein. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein, oui, voilà. Oui. C'est pareil partout. Tout au long du mois de mai, les amateurs peuvent découvrir un panorama représentatif de la création émergente. Les professionnels comme le public peuvent tenter d'y flairer et repérer les artistes les plus prometteurs de leur catégorie. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus et selon les statistiques, 78% des artistes, mais enfin ça je demande à vérifier, oui. 78% des artistes exposés sont approchés par une galerie pendant le salon. J'ai bien dit approcher. J'ai quand même un gros doute quand même. Non mais approcher. Oui, approcher. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous vous avez l'heure? Bon, enfin, à bon entendeur. Hein. Ah oui, c'est à bon entendeur. Ne hennis pas comme ça. Bon. N'ironise pas, oui. Et puis la deuxième, c'est Eugène Adjet, on ne présente plus magnifique. Ce piéton de Paris. Ça, c'est au musée de Carnavalet, 23 rue de Sévigné, dans le 3e arrondissement de Paris. Vous avez un peu plus de temps, c'est valable jusqu'au 29 juillet 2012. L'exposition, en fait, propose une sélection de 230 épreuves réalisées à Paris entre 1898. C'est quelque chose, et 1927. Ouais. Cette rétrospective qui réunit des images très connues et d'autres demeurées inédites dresse un portrait atypique de la capitale, loin des clichés de la belle époque, qui n'en a pas manqué. Le visiteur, il découvre en fait les rues du Paris d'antan, les vrais, les jardins, les quais de Seine, les anciennes boutiques et les petits métiers ambulants. Peut-être Bagnolet, non? Ouais, normalement, c'est Paris. Ouais. Les photographies d'Adjet révèlent en outre l'évolution de sa démarche. À ses débuts, cet autodidacte cherche à rassembler plutôt, des paysages et des motifs, puis des images de rues parisiennes pour les vendre en tant que modèle aux artistes. Eh oui, il fallait bien qu'il gagne sa vie, lui aussi. C'est à partir du moment où il se consacre aux rues de Paris qu'il retient l'attention d'institutions prestigieuses comme le musée Carnavalet, où a lieu cette exposition, ou la Bibliothèque nationale, qui vont alors devenir ses principaux clients, et vont le rester, c'est à noter, jusqu'à la fin de son existence. Voilà, tant mieux pour lui. Ouais, à mon avis, sans vouloir te donner de fausses joies, tu devrais consulter les archives de la BN et tout ça pour voir si la rue Sadi Carnot de Bagnolet n'est pas dans leurs archives par un jet.
C'était Mouloudji qui interprétait Les rues de Paris. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui va bientôt se carapater. Sur Radio Libertaire, oui, je l'ai dit, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 154e, Piquet-Coup à la régie, Jean à notre instruction publique et même personnelle, à notre enrichissement personnel, et Slomon qui va ouvrir tout de suite des œuvres de la FA. On a 5 minutes qui vont être bien remplies. Ah, puis il y a Piquet-Coup qui doit annoncer aussi le... Ah bah tu pourrais peut-être le faire maintenant, oui, parce que c'est plus important. L'association pour l'estampe et l'art populaire qui fait une présentation d'un bestiaire humain, c'est urbain, c'est un livre d'artistes. Donc c'est 24 artistes de l'atelier des Lilas pour la typographie et l'estampe, donc qui ont réalisé cet ouvrage. Le vernissage, c'est jeudi 24 mai à 18h. Sinon, l'exposition est du 24 mai au 3 juin, de 15h à 20h. Et le lieu, c'est 49 bis rue des Cascades, dans le 20e arrondissement à Paris. Ouais, des travaux superbes, des estampes, beaucoup de gravures sur bois, de gravures sur lino, etc. C'est vraiment on a eu d'ailleurs ici, on a eu des représentants de cette association, avec Juliette Planck, avec d'autres, enfin il y avait un jeune espagnol aussi. Raoul. Oui, Raoul, assez superbe. Une jeune artiste turque aussi. Qu'on a été voir d'ailleurs, on a visité leur atelier au Lilas, qui est très sympa. Avec un accent portugais très fort, oui, le jeune espagnol. Oui, Jean est très fort pour les accents. C'est un vrai ménate, Jean. Voilà, et puis les annonces trad, les œuvres de la FA. Alors, 3 œuvres. Radio Libertaire, où nous sommes, et que vous écoutez aujourd'hui, écoutez bien, c'est la seule radio libre, entièrement libre de toute entrave, de toute publicité, de tout mécénat. On se démerde tout seul, avec nos petites mains, avec nos petits bras. Des fois, on a des crampes dans le bras, à force de tendre le bras, mais bon. Voilà, une radio rebelle, une radio qui restait dans ses bottes de caoutchouc. Hein. C'est pas des bottes en cuir, c'est pas des bottes de cavalier. Depuis 1981. Voilà, donc cette radio a besoin de votre soutien par l'achat de cartes d'auditeurs qui coûtent 20 €, que vous pouvez trouver à la librairie Publico, le sanctuaire de l'anarchie parisienne et même internationale, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, c'est pas des conneries. Il y a des militants qui viennent de Chine, du Japon, d'Amérique, Sud, Nord, etc., qui viennent à la librairie Publico. Elle est vraiment connue internationalement. C'est pas une non, écoute, non, j'essaye pas de faire de la fausse pub. Hein. Nous, c'est de la pub, c'est la vraie, c'est pas de la pub, c'est la propagande. Hein. Bon, voilà. Et Radio Publico, avec Max et Laurent, 2 permanents, mais vraiment de très très haut niveau, qui connaissent la librairie, la littérature militante, ça par cœur, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous conseiller. Ils sont d'un abord très agréables. C'est pas des mecs qui se la jouent révolutionnaires, poète de salon. Non, c'est des militants de terrain. Croyez-moi, quand ils parlent de l'anarchie, ils savent de quoi ils parlent. Et cette librairie Publico, elle a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Elle a besoin que des gens viennent là pour, évidemment, essayer d'acheter des bouquins, acheter tout ce qu'il y a dans une librairie, militante particulièrement, mais aussi il y a des soirées, comme vient de l'évoquer Piquet-Coup, où vous pouvez aller, c'est gratos, tout est gratos dans ces soirées. Il y a des petits trucs à grignoter, il y a un petit peu des petits trucs à boire, etc. Et surtout, on peut s'en mettre plein la tête, comme vous en mettez plein la tête en écoutant notre émission. Donc, la librairie Publico, comme le rappelle Jean, tous les mardis, à propos des bouquins dont il vous parle, 145 rue Arnaud, à Paris, dans le 11e. Je vous passe pour les stations de métro. Vous pouvez y aller aussi à pied, vous pouvez y aller en vélo, pas en voiture, hein, parce que ça pollue, c'est chiant, ça pue, ça fait du bruit. Et voilà, et vous serez très bien accueillis. Et vous pourrez là vous abonner au Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, dont il y a un dépôt de presse toutes les semaines, comme dans plusieurs kiosques de la capitale. Et vous abonnez, oui, au Monde Libertaire, parce que vous savez que les journaux révolutionnaires, comme les librairies militantes, comme les radios libres, sont toujours en danger de se casser la tronche parce qu'ils n'ont pas de thunes. Parce qu'il y a les subventions, c'est rideau, etc., etc., etc. Donc, le Monde Libertaire, qui paraît toutes les semaines, alors je ne vais pas me planter dans les dates, parce que je me gourre tout le temps, mais il paraît toutes les semaines en tout cas. Hein, et la librairie Publico, il y est. Et vous pouvez vous y abonner, et là, le Monde Libertaire, qui maintenant est doté, il a devant lui un petit éclaireur de pointe, qui est le gratuit,
de manière à vous donner et vous mettre en bouche, hein, comme quand vous allez déguster du pinard, on fait goûter. Ah oui, c'est pas mauvais, donc on va en acheter 12 litres. Voilà, par exemple le chenin dont Jean nous abreuve de temps en temps, quand il est satisfait de nos prestations, en bon instituteur. Ah bon, ils ont été, ça y est, ils ont suivi cette émission. Donc la prochaine fois, on verra les récompenser. Voilà. Et ben le Monde Libertaire, c'est ça, le gratuit du Monde Libertaire. Donc un magazine révolutionnaire aussi, en danger puisqu'il est révolutionnaire. Vous savez que dans notre pays, on n'aime pas beaucoup les révolutionnaires. On n'a pas encore digéré la Commune de Paris, pour vous dire. Donc, hein, c'est voilà. Alors donc le Monde Libertaire que vous pouvez acheter, que vous pouvez prendre à la Librairie Publico, moyennant évidemment un petit dépôt de thunes, vous abonner ou devenir un espèce de, comment on appelle ça, les gens qui payent tous les mois là, on vous retire sur votre compte une petite somme de minimum de 5 € tous les mois pour soutenir toutes ces œuvres. Voilà. Il y a la radio, il y a la librairie, et je pense qu'il y a le Monde Libertaire aussi. Mais le plus important, c'est l'abonnement. Pour le reste, vous voyez, des articles de fond, des articles militants, évidemment. C'est un journal, un hebdomadaire, mais c'est pas un journal d'actualité, forcément. Puis l'actualité, vous savez, si vous voulez voir de l'actualité, vous ouvrez votre putain de téloche. Non, pardonnez-moi ma grossièreté, mais bon. Voilà, et puis vous avez de l'actualité, ou votre radio. Mais le Monde Libertaire, c'est pour le lire plus tranquillement. Pour les longues soirées d'hiver. Voilà. Et dans cette émission, nous défendons et la parution hebdomadaire du Monde Libertaire et la parution du gratuit. Tout à fait. Qui est, on peut vous le dire ici dans cette émission, parce que dans cette émission, il y a des zozos qui vont le distribuer dans le métro le mardi matin, et voir la tête des gens qui nous le demandent, c'est réconfortant. On voit bien que l'anarchie, ça fait pas si peur que ça, et qu'au contraire, ça a l'air d'intéresser. Il y a un besoin. Voilà, j'ai c'est fesses. Alors on vous quitte. Salut à tous, à la semaine prochaine. Un petit truc, notre Jean ne sera pas là la semaine prochaine, je vous avertis, parce qu'il y en a que ça pourrait traumatiser, et je les comprendrai, parce que nous-mêmes nous le sommes. À part toi, je vois pas, mais bon. Oui, c'est ça, ouais. Notre Jean qui part un petit peu se ressourcer dans sa montagne. Montagne Pyrénées. Dans sa cabane couronnée par le massif des Pyrénées, comme un aigle tout là-haut, habite Ramucho. Bon, on ne dira pas plus ça. Voilà. Allez, on s'arrête là. À bientôt. À bientôt. Au revoir.